Cette réunion prouve que nous avons compris à quel point notre terre était fragile et avec elle la vie qui s'y abrite. Le style de vie des nations riches est écologiquement irrationnel. Toute une première série de COP, ça a été la bataille entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et depuis l'accord de Paris, tous les pays doivent faire quelque chose. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Imaginez ce que c'est qu'une tonne d'équivalent CO2, c'est une montgolfière. Alors imaginez qu'il y ait 2 montgolfières dans le ciel, 3, 4, 5, 50 milliards de montgolfières, ben voilà, c'est ça qu'on envoie tous les ans dans l'atmosphère. Donc on n'a pas réellement réussi, non? Il y a eu des premières décisions en 97, c'est ce qu'on a appelé le protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto, c'était il fallait que les pays développés, et uniquement ceux-là, réduisent de 5% leurs émissions dans les 21 ans qui venaient. À l'époque, on pensait que ce serait facile. Et donc, cette décision de 5%, ça a été un petit peu au hasard, hein, j'allais dire au doigt mouillé. Et puis, on s'est aperçu ensuite que c'était beaucoup plus difficile que prévu. Malheureusement, le système des Nations Unies est ainsi fait qu'il n'y a pas de décision obligatoire, il n'y a pas de gouvernement mondial. Chaque pays, si vous voulez, accepte volontairement de limiter sa souveraineté ou d'obéir à quelque chose. Si les États ne l'acceptent pas, il ne se passera jamais rien. D'abord, évidemment, le climat lui-même, la planète Terre, c'est un système relativement inerte, mais enfin, les choses sont en train de s'accélérer en ce moment et on craint même que ça aille plus vite que prévu. Et puis, évidemment, les systèmes socio-économiques, là, oui, pour le coup, c'est très, très difficile parce que le problème, ce sont les combustibles fossiles, hein, le pétrole, le charbon. Et malheureusement, ces combustibles-là ont créé la prospérité mondiale dans les 2 derniers siècles. Donc, on ne se passe pas du jour au lendemain de ce qui a fait la prospérité des 2 derniers siècles. C'est ça qui est très très difficile. On le voit bien même en France, il suffit qu'il y ait une grève dans les raffineries et tout le monde est catastrophé. Les monarchies pétrolières ont fait beaucoup d'efforts pour bloquer les négociations. Ça, c'est certain. Maintenant, elles ont commencé à changer d'avis. Moi, je me souviens d'un ministre du pétrole, c'est celui qui avait cette magnifique formule en disant l'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. On avait beaucoup de pierres, mais on est passé à autre chose parce que l'autre chose était mieux. Eh ben, on sortira du pétrole de la même façon parce qu'on trouvera mieux. Déjà, les monarchies pétrolières sont en train de changer. Elles passent au nucléaire, au solaire. Elles veulent faire de l'hydrogène, etc. Elles n'attendent pas. Elles savent qu'une partie de leurs ressources ne vaudra sans doute plus rien à un moment donné. J'ai des souvenirs où les chefs d'État ont réellement fait un très gros effort, c'était à Copenhague en 2009, ils ont réellement travaillé toute la nuit dans des conditions absolument invraisemblables, sans mêmes interprètes, pour essayer de pousser et d'arriver à un accord. Donc les chefs d'État, à la limite, ce sont les seuls presque qui sont capables d'aller au-delà des intérêts de leur pays, quoi, de s'occuper un peu des générations futures et des intérêts de la planète tout entière. En revanche, quand vous descendez ensuite dans la hiérarchie des gouvernements, vous êtes de plus en plus proche de vos électeurs, vous êtes de plus en plus angoissé à l'idée de ne pas être réélu ou de froisser ou de déplaire à vos électeurs. Le chiffre de 2 degrés Celsius est un chiffre qui a été d'abord accepté par un genre de G20, si vous voulez, qui s'appelait à l'époque le Major Economies Forum. J'y étais, donc je l'ai vu. Ça a été accepté et adopté à Rome en 2009, avant la conférence de Copenhague. Je me souviens très bien d'avoir vu le Brésil convaincre les Chinois qu'il fallait accepter ce chiffre-là. Copenhague, malheureusement, il y a eu un certain nombre de pays qui se sont opposés à l'accord et il a été repris à l'accord de Paris. Les pays les plus vulnérables, notamment les petites
petites îles. Hein. Il y a une coalition au sein des Nations Unies qui s'appelle AOSIS, qui sont les petites îles. Elles ont dit, oui, mais même à 2 degrés Celsius, nous risquons de disparaître. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre 1,5 degrés Celsius? Donc le chiffre de 1,5 a été ajouté après, si vous voulez. C'est vraiment politique. Ce sont les petites îles qui ont demandé et les Chinois, je me souviens à l'époque, avaient répondu, si la science le dit, on mettra ce chiffre. Malheureusement, en France, par exemple, on a déjà dépassé ce chiffre. Toute une première série de COP, ça a été la bataille entre les pays développés et les pays en voie de développement. Et depuis l'accord de Paris, tous les pays doivent faire quelque chose. Et ça renvoie à la situation actuelle où les pays développés réduisent leurs émissions, à part le Canada. Tous les pays développés sont en train de réduire leurs émissions, mais trop lentement. Tandis que la Chine, l'Inde et les autres, ou même la Russie, sont en train d'augmenter les leurs. Donc il y a une transformation, si vous voulez, du paysage qui fait que ça devient difficile de dire que c'est uniquement la faute des pays développés, sauf à regarder toute l'histoire depuis 2 siècles, si vous voulez. Et là, de plus en plus, le futur des émissions, ce sont les pays en voie de développement. Il a été décidé, là encore, c'était à Copenhague et repris à l'accord de Paris, que 100 milliards de dollars par an iraient du nord au sud. Je crois qu'on en est à 85, donc c'est vrai qu'il en manque encore. Mais de toute manière, pour que la finance internationale investisse dans les pays du sud pour leur développement, avec des sources d'énergie différentes et sortir de l'ère des combustibles fossiles, il faut que les conditions politiques, juridiques, économiques, la sécurité dans ces pays-là soient assurées pour que les investisseurs soient contents d'investir. Donc c'est pas simplement l'argent public ou privé au titre de l'aide qui compte, c'est aussi la totalité du circuit économique, des investissements normaux pour développer un pays. Rien ne serait plus dangereux que de croire ou de donner à croire que par le simple fait que les choses sont dites, les défis sont relevés.